Excusez-moi les plans mais ça veut dire que Bonsoir à vous, merci d'être venus. Tout d'abord, bonne année, que cette année 2018 vous apporte santé, joie et bonheur. En ce qui nous concerne, c'est difficile d'imaginer 2018 plus joyeux, plus successful, comme disent les Britanniques, que 2017. Ceci dit, vous allez voir que si en 2017 on a eu des moments de joie, on va aussi avoir des moments de joie, mais de la joie au travail, dans le programme législatif de 2018. Nous avions voulu commencer donc l'année scolaire entre guillemets par un atelier citoyen au mois d'octobre à Garches, où nous avions expliqué un petit peu la rentrée scolaire des députés, comment nous étions en train de travailler. Et il nous a paru intéressant maintenant, en janvier, de vous faire un bref compte-rendu, mais très bref, parce que l'objectif c'est de pouvoir discuter avec vous sur le thème général, faire un petit compte-rendu de l'année 2017. Normalement ça devrait marcher, mais ça marche plus. On va y arriver. Donc on aura deux choses. Un, le bilan législatif des 6 premiers mois, et puis ensuite l'atelier du Grand Paris. Voilà. Alors, voilà. Très bien. Alors, bilan des 6 premiers mois. Allons-y. Voilà. Alors, au départ, il y a eu dès le mois de juin une première rentrée qui dure quelques jours, hein, puisque normalement le jour d'élection c'était le 18 juin, mais on devient officiellement député que le 21, puisqu'il faut laisser la place aux députés sortants de terminer officiellement leur mandat. Et ensuite, dès le 30 juin, on reçoit une convocation du Premier ministre pour ce qu'on appelle une session extraordinaire, qui commence en juillet, et cette session est allée jusqu'au 9 août. Et ensuite, on avait à nouveau une session extraordinaire fin septembre, et on reprend à ce moment-là la session ordinaire du mois d'octobre, qui s'est terminée donc, le 22 décembre. Il nous demande de reprendre en début de semaine, lundi, la suite de la session ordinaire. Alors, très rapidement, les quelques lois que vous avez dû voir passer à l'Assemblée nationale. La première que nous avons votée, parce que ça nous paraissait important, et si vous vous rappelez, ça faisait partie aussi de la discussion entre Emmanuel Macron et François Bayrou, c'est cette loi qu'on a appelée la loi pour la confiance dans la politique. Et dedans, il y avait un certain nombre de mesures qui doivent normalement restaurer, je dirais, le mode de travail des députés et vous assurer un peu plus de transparence et interdire notamment, par exemple, les emplois familiaux, supprimer l'indemnité représentative de frais de mandat, suppression du régime de retraite particulier des députés et quelques autres mesures qu'on pourra détailler si vous le souhaitez. Le deuxième axe de travail a été immédiatement dès le mois de juillet les fameuses ordonnances pour le renforcement du dialogue social. Alors ça commence d'abord par en fait une loi d'habilitation qui a été beaucoup discutée. Certains ont pu voir qu'à un moment donné, j'étais intervenu le 12 juillet vers 22h en faisant une interpellation aux députés insoumis qui commençaient à nous énerver quand même un peu avec tout ce qu'ils nous racontaient qui n'était pas ni réaliste ni vrai. Et puis ensuite, après cette loi d'habilitation, le gouvernement a promulgué 5 ordonnances à la fin du mois d'août, puisque entre-temps, il avait discuté avec les organisations représentatives. Et ensuite, nous sommes revenus au mois d'octobre pour ratifier les ordonnances en question. Voilà. Vous connaissez les ordonnances, développer le dialogue social, notamment dans les TPE et les PME, notamment dans les petites entreprises où il n'y a pas de délégué du personnel, la possibilité justement d'en nommer un, simplifier la représentation des salariés, améliorer les indemnités de licenciement qui ont été augmentées de 25% et donner aux salariés de nouveaux droits et de nouvelles protections. Alors tout de suite après, on a eu ce qu'on appelle la loi de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme. Vous savez que nous étions encore en état d'urgence jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et l'idée, bien sûr, c'était de sortir d'un régime qui est un régime d'exception. Donc nous avons voté une loi qui avait pour
objectif. Un, de terminer l'état d'urgence et de pouvoir mettre quelques dispositions tout à fait légales qui permettaient de lutter contre le terrorisme. Alors, je ne vais pas vous le détailler, mais ça permettait notamment, on en a discuté il y a une semaine avec le ministre de l'Intérieur, un exemple tout simple, quand nous avons organisé le réveillon et le feu d'artifice du réveillon sur les Champs-Élysées, à la suite de ces lois, le ministre de l'Intérieur a pu organiser ce qu'on appelle un périmètre de sécurité qui étendait la zone de sécurité bien au-delà des Champs-Élysées, avec un certain nombre de points d'entrée limités autour des Champs-Élysées, de façon à pouvoir contrôler très facilement qui rentrait dans la zone protégée. Et ça, c'est une disposition que nous avons mis dans le projet de lutte contre le terrorisme. Un autre exemple a été présenté justement par Nicolas Hulot, c'est le projet de loi sur la fin de l'exploitation d'hydrocarbures à l'horizon 2040, si mes souvenirs sont bons, et bien sûr l'application de l'accord de Paris sur la transition écologique. Enfin, dès le mois de septembre, le gouvernement nous a présenté les textes les plus fondamentaux, ceux qui permettent de prendre les mesures, les principales mesures que nous avions annoncées dans le programme présidentiel et dans le programme législatif, ce qu'on appelle la loi de programmation des finances publiques sur les 5 ans, avec pour objectif 5, 3, 1. Alors en général, c'est 5% de baisse de la dette en pourcentage du PIB, 3, réduction des dépenses publiques et 1 de la part des prélèvements obligatoires. Ça, c'est sur 5 ans. Et à l'intérieur de ça, il y a la fameuse loi de finances 2018, avec toutes les mesures que vous connaissez, notamment la suppression de la taxe d'habitation, la prime d'activité, l'allocation adulte handicapé, l'augmentation du minimum vieillesse, des dispositifs de soutien à la recherche, un allègement de la fiscalité des entreprises et du capital, la suppression du RSI, le fameux régime des indépendants, et dedans, il y avait également un plan d'investissement de 57 milliards. On a dû oublier aussi quand même la transformation de l'ISF en IFI, en impôt sur la fortune immobilière. Ajoutons aussi quand même, puisque moi ça m'intéresse beaucoup, je suis membre de la commission de la défense, donc le renforcement du plan concernant la défense avec une augmentation inédite du budget des armées qui avait baissé quasiment depuis 15 ans. J'étais rapporteur du budget marine, vous pouvez voir sur le site internet le texte du rapport. J'ai souligné quand même que ça fait 15 ans qu'on baisse les budgets, les effectifs, les moyens d'entretien, ce qui fait que certains bateaux sont sur le point de sombrer corps et biens, tout simplement parce que quand vous appuyez sur le bateau, c'est rouillé et ça s'effrite tout seul. Voilà. Ensuite, un autre point important qu'on vote toujours en même temps, ce sont deux lois qui sont en général conjointes, la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale. Vous connaissez les mesures les plus emblématiques, avec pour certains, malheureusement pour eux, la hausse du prix du tabac, programmée jusqu'à 10 € en 2020, et bien sûr une revalorisation et soutien aux familles modestes, avec baisse de cotisation sociale pour les salariés et pour les indépendants, cette baisse étant financée par une hausse de CSG. Et un point important, l'extension de la vaccination obligatoire. Alors, en tout, il y a eu près de 40 textes qui ont été votés depuis le début de la législature. Reste à venir, par exemple, sur les mois qui viennent, la loi sur l'orientation de la réussite des étudiants. Nous l'avons déjà votée il y a au mois de décembre, mais là maintenant elle est partie au Sénat et elle va certainement revenir. Donc c'est la suppression du système, enfin la modification du système d'affectation avec la création d'un dispositif qui s'appelle Parcoursup, la création de d'un professeur supplémentaire principal pour aider les élèves dans leur orientation et un ensemble de mesures, notamment la suppression du système de sécurité sociale pour les étudiants à travers les mutuelles et le rattachement au régime général. Ça permet des économies intéressantes pour les étudiants. Nous allons avoir tout à fait en début de mois de février une loi que pour l'instant on appelle loi à l'erreur. En fait, c'est pour la confiance dans le fonctionnement des administrations. Donc, c'est la possibilité de comprendre que quelqu'un peut faire une erreur dans une déclaration fiscale et donc on va pouvoir l'aider. Si on démontre facilement que cette erreur était de bonne foi, l'administration n'a pas à sanctionner
que ce soit un particulier ou une entreprise. Si vous le faites systématiquement, ça se verra, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va avoir une loi sur la vie de l'entreprise à travers tous les problèmes de création, de cessation, de transmission d'entreprise. Vous avez dû entendre parler de problèmes de pères de famille qui veulent céder leur entreprise, mais c'est un cauchemar. Et parfois, ça peut même entraîner, je dirais, la fermeture de l'entreprise familiale. Ensuite, il y aura une loi contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Et dernier point, la réforme constitutionnelle. Donc, vous savez qu'Emmanuel Macron a annoncé ça au mois de juillet au Congrès à Versailles. En plus de tout ce que nous sommes en train de faire pour réformer le fonctionnement de l'Assemblée nationale, on veut aussi donner plus de moyens aux députés pour mieux travailler et surtout mieux contrôler et évaluer les lois et l'action du gouvernement. Ça passe par le maintien du budget de l'Assemblée nationale, qui est de l'ordre de 500 et quelques millions, mais affecté à un nombre de députés qui doit baisser à peu près de 25%, de façon à pouvoir embaucher, par exemple, plus de collaborateurs et ainsi mieux travailler. L'idée, bien sûr, c'est que derrière, il y a aussi la même réduction en proportion du nombre de sénateurs. Nous allons avoir fin mars, alors Gérard Collomb nous l'a présenté à quelques députés parisiens le 4 janvier. Elle devrait arriver au Conseil des ministres en février. C'est la loi qu'on appelle droit d'asile, immigration et intégration. Pour simplifier, aujourd'hui, le système ne fonctionne pas avec un nombre incalculable d'organismes divers et variés qui se refilent, si j'ose dire, la patate chaude de service en service, qui fait que vous avez des gens qui doivent attendre en moyenne 18 mois pour avoir confirmation ou non de leur droit d'asile. Et entre-temps, ils ont été baladés à droite à gauche, et entre-temps, ils n'ont pas appris le français, et ensuite, ils ne peuvent pas s'intégrer parce qu'ils ne peuvent pas trouver un travail. Enfin, vous connaissez ce cercle vicieux. Donc, l'idée, c'est vraiment de renforcer toutes les mesures et tous les dispositifs pour raccourcir les délais avec un objectif de 6 mois, mais aussi, par exemple, de renforcer tous les dispositifs d'intégration, et notamment l'apprentissage du français. Quand on compare ce qui se fait en France et en Allemagne, ils ont 4 fois plus d'heures d'apprentissage de la langue que nous. Enfin, 2 lois qui me sont chères. Une sur l'apprentissage, la formation professionnelle et, entre autres d'ailleurs, probablement le chômage qui va être attaché par Madame Pénicaud. Vous savez qu'aujourd'hui en France, on a très peu d'apprentis quand on se compare aux autres pays, notamment la Suisse ou et on envoie de fait des jeunes dans des filières d'enseignement supérieur, secondaire, qui sont des filières sans issue pour eux, alors qu'en organisant beaucoup mieux l'apprentissage en France, on aurait des filières d'excellence pour ces jeunes. Et enfin, dernier point, la loi de programmation militaire. En France, on a ce qu'on appelle une LPM qui donne les grandes lignes directrices des investissements des armées pour les 5 ans qui viennent. Donc, c'est dans cette loi qu'on va traduire les besoins de sécurité de la nation. D'autres projets de loi, les derniers projets de loi qu'on n'a pas encore discuté en termes de planification, une réforme sur la justice, sur la réforme des procédures pénales civiles et l'intégration de tout ce qui est transformation numérique, peine alternative, logement, restructuration des HLM, création d'office de choc création d'un choc dans l'offre de logement, notamment vis-à-vis des bailleurs sociaux, de façon à ce qu'ils baissent, bien sûr, le prix des logements. Et puis pour le transport, bien une loi autour de la mobilité, du développement des transports, mobilité du quotidien. Voilà. Des questions rapidement, si vous avez, je me ferai une joie d'y répondre. Et je ne voulais pas passer trop de temps à cet aspect, je dirais, législatif, puisque l'idée, c'est de vous écouter sur le Grand Paris. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Non, tout ceci s'est fait dans la joie, la bonne humeur. Et le Premier ministre nous avait prévenu avant de partir au mois de décembre qu'il y aura encore plus de travail dans le deuxième semestre que dans le précédent. Il avait raison. Alors, on a Il y a une question là, Jacques. Pardon. Par rapport à la AAH, quand est-ce qu'on va la recevoir Sauf erreur, elle est augmentée à partir du mois de du printemps. Mars, oui. De toute façon, elle est revalorisée. Voilà, chaque année, voilà, un engagement concret.
J'avoue, de temps en temps, je n'ai pas toutes les dates. Mais c'est programmé, oui. c'est programmé, c'est dans la loi de finances, il n'y a aucun souci là-dessus. En général, il y a aussi beaucoup de revalorisations dès le 1er janvier. Alors, il y a eu le SMIC à 1,2%, mais bien, c'est du classique. Non, le point important à titre, en termes de pouvoir d'achat, on a eu une discussion là, cet après-midi. Il y a plein de mesures qui commencent dès maintenant, d'autres au printemps. Et par exemple, la taxe d'habitation, vous pouvez vous apercevoir qu'elle a baissé de 30% que lorsque vous avez à la payer. Et en général, c'est au mois d'octobre ou au mois de septembre, je crois qu'on reçoit son avis. Moi, je suis mensualisé, donc je le reçois tout de suite, mais ceux qui le payent en octobre verront l'effet en octobre. Un tiers maintenant, un tiers l'année suivante et un autre tiers en 2000. Voilà. C'est bon? Atelier sur le Grand Paris? Alors, juste un petit passage d'introduction pour aller rapidement. Alors, ceux qui arrivent à lire, c'est bien. Sinon, grosso modo, si mes souvenirs sont bons, certains s'en souviennent peut-être, en 1968, il y avait un département de la Seine. Et ce département a été découpé et on a gardé juste Paris, qui est à l'intérieur du périphérique. On a créé plein de départements avec des numéros commençant au-delà de 90, dont les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, le Val d'Oise, l'Essonne et le Val-de-Marne. Et puis les Yvelines, qui était l'ancienne zone de la Seine. En fait, depuis une trentaine d'années, on a un développement, je dirais, difficile à maîtriser de la zone urbaine parisienne. Et puis tout le monde a réfléchi à créer sa propre structure, à la fois sur le plan des transports, à la fois sur le plan de l'organisation. Et de Nicolas Sarkozy à Bertrand Delano et plutôt récemment en 2015, une loi qui s'appelle NOTRe a créé ce qu'on appelle des établissements publics territoriaux, donc à l'intérieur des départements, parce qu'avant on avait des regroupements de communes qu'on appelait des communautés de communes. Et en 2015, on a quasiment divisé par deux toutes ces collectivités. Ce qui fait, par exemple, Rueil-Malmaison était associé à Nanterre-et-Suresnes. Voilà. Saint-Cloud était à Garches et Vautresson, et ainsi de suite. Bon. Eh bien, par exemple, alors que donc, nos deux villes étaient dans deux structures complètement différentes, maintenant elles sont dans la même structure qui s'appelle POLD, P-O-L-D, Paris-Ouest, La Défense, et qui contient 11 communes pour à peu près 400 000 habitants. En 2015, retenez quand même que même s'il y a des choses qui ont été créées qui ont complexifié le dispositif aussi, parce qu'avant il y avait 3 structures, communes, départements, régions, maintenant on en a 5, en même temps ça a limité tout ce qui ça a réduit de moitié à peu près tout ce qui avait été fait un peu avant. Donc la question maintenant se pose, que faire? Et un peu comme la question d'un certain aéroport bien connu, question qui traînait depuis 40 ans, eh bien cette question-là, elle traîne aussi à peu près depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Et on a décidé de s'atteler à la tâche et d'essayer d'y répondre. Alors, si c'était un problème simple, bien évidemment que d'autres que nous, avant nous, auraient trouvé la solution. Donc c'est que le problème n'est pas simple. On va voir en quoi il ne l'est pas. Une métropole, c'est quelque chose qui aujourd'hui représente, je dirais, une zone urbaine dans laquelle il est intéressant, il est intelligent de penser les choses de manière uniforme, unitaire, plutôt que de laisser plein de petites entités différentes, des communes au hasard, décider chacune de leur côté, à la fois des transports, à la fois du plan de rénovation urbaine, à la fois des autorisations de construire, etc., etc. Alors, le Grand Paris aujourd'hui, on essaie de dire, la région parisienne, par exemple, c'est 2% du territoire national. Voilà. Ça, vous avez donc, alors c'est pas facile à voir, mais grosso modo, ce qu'on voulait vous montrer, c'est le territoire en gris, c'est le territoire, ce qu'on appelle la région Île-de-France. D'accord? Donc tous les départements petites, grandes couronnes autour de Paris 75. Ça représente seulement en superficie 2,2% du territoire national, mais 18,7% de la population et surtout 30% du PIB. Alors, sur la gauche, il y a justement le fait qu'on est passé de 2015 à aujourd'hui en réduisant le nombre d'établissements et de collectivités. Et on voit, vous distinguez peut-être autour du centre de Paris, une zone grisée plus forte que les autres.
évidemment. On va voir ce que c'était. On va voir, je veux dire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la métropole du Grand Paris. Mais en fait, voilà la région parisienne. Alors, ça, c'est des bonnes vieilles cartes de géographie qui nous montrent à quoi elle ressemble. Et donc, en rouge, c'est ce qu'on appelle les zones urbanisées, en vert, les zones boisées, et en vert très clair, les zones agricoles et friches. Donc, la région dite Île-de-France, c'est un territoire qui est occupé à 49% par des terres agricoles, à 24% par des bois, des forêts, des rivières et des étangs, et seulement à 27% par un territoire urbain. Et on voit très bien où se trouve la zone urbaine, il n'y a pas de mystère. Mais si vous allez dans le 77, au sud de l'Essonne, des Yvelines, etc., ce sont des champs, ce sont des forêts, ça n'a rien à voir avec une zone urbaine. Et si j'ose dire, ça n'a rien à voir avec une métropole. Alors, la métropole du Grand Paris, c'est quelque chose donc, qui a été créé en 2015-2016. Et voilà le découpage de cette métropole dite du Grand Paris. C'est une structure qui, grosso modo, fait 111 ou 131 communes, je crois. 131 communes. 131, merci. Et curieusement, vous voyez, alors peut-être on ne le voit pas bien, mais ça regroupe Paris, 92, les 3 départements, plus ici, un petit bout, c'est Argenteuil. Il va y avoir un petit bout aussi en Seine-Saint-Denis et un petit bout ici Dans l'Essonne, cette dans commune. l'Essonne. Pourquoi? Ne me demandez pas, je ne sais pas. Donc, Si vous avez le choix, vous pouvez choisir d'en faire partie. En fait, on a créé la zone centrale et les communes ont le droit ou non de rejoindre la dite métropole. Ça s'inspire un petit peu de ce qui s'était fait à Lyon d'ailleurs, où ça a très bien marché aussi. La grande difficulté, la grande différence entre les métropoles de province, dont ça s'inspire, exemple au hasard, Lyon, et ici, c'est que dans la ville de Lyon, en fait, l'ancienne communauté, la métropole de Lyon, c'est l'ancienne communauté urbaine de Lyon. Ce qui avait un mérite, c'est qu'elle se trouve dans un seul et unique département, qui est celui du Rhône. Donc aujourd'hui, vous avez le grand département du Rhône, et ici, un petit peu en bas, la métropole de Lyon. Le problème ici, c'est que vous avez 6 ou 7 départements, et la même personne va traverser tous ces départements. Alors, Okan a préparé un document, à vous de le lire si vous y arrivez, mais l'objectif, c'est que vous n'y compreniez rien. C'est un peu fait exprès quand même, puisque vous avez donc un millefeuille. Il faut savoir qu'une des spécialités culinaires, pour ceux qui sont déjà venus à l'Assemblée nationale, le restaurant de l'Assemblée nationale propose justement un millefeuille. Des couches et de la crème. Voilà, avec pas mal de crème. Donc, mais je n'en prends jamais, mais ça ne m'empêche pas malgré tout d'avoir un petit peu pris quelques grammes. Voilà, donc vous avez la métropole, les EPCI, qu'on appelle les établissements publics de coopération intercommunale. Donc là, maintenant, ces intercommunalités sont 50 aujourd'hui. Elles ont été divisées par 2 il y a 3 ans. D'accord ? Il y a aussi des EPCI à fiscalité propre et d'autres sans fiscalité propre. Alors, à fiscalité propre, c'est les communautés pour les communes. Sans fiscalité propre, c'est par exemple le SICTOM, qui est le syndicat intercommunal de collecte des déchets et des ordures ménagères, qui est donc aujourd'hui présidé par Jacques Gauthier, l'ancien maire, l'ancien sénateur, virgule, toujours maire de Gage. À cela, donc, vous avez des établissements publics comme POL, POLD, et puis il y a une conception qui s'appelle l'agglomération urbaine de Paris. C'est toutes les communes autour de la capitale qui présentent une zone dite de bâti continu, c'est-à-dire sans qu'il y ait 200 mètres entre 2 constructions. Et ça représente à peu près 7 millions d'habitants, 4 millions d'emplois et 815 km. Ce terme d'agglomération urbaine de Paris est utilisé par les urbanistes, par les architectes, par les transports en commun, etc. Et puis vous avez, en plus de tout ça, la région, les départements et les communes. On peut faire un quiz, mais ce n'est pas évident. Alors, pourquoi faut-il une métropole de Paris ou du Grand Paris? Eh bien, les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est essentiellement des problèmes que vous connaissez quotidiennement. Le problème des transports, à la fois à travers les transports en commun et un réseau routier saturé, et qui dit problème de transport, dit aussi problème d'air et de pollution. Et le problème aujourd'hui, c'est que les compétences sur ce domaine-là sont éclatées entre l'État, la région, le département et la commune.
on évoquait une fois avec un ancien conseiller municipal de Saint-Cloud, la fameuse voie sur berge qui longe la Seine et qui passe à Saint-Cloud, elle n'appartient pas à Saint-Cloud. C'est le département. Donc, des fois, des villes disent « je voudrais faire une rénovation urbaine dans ma ville », elles ne le peuvent pas parce qu'elles doivent attendre la bonne volonté du département. Et il y en a plein de bonnes histoires comme ça à raconter. Vous connaissez aussi le fait que l'école est gérée par la ville, le collège par le département, c'est par la région. Bon. Ensuite, il y a le problème de logement et de mixité urbaine. Si on n'y prend pas garde, avec l'accroissement de la population et l'accroissement du besoin en logement, on va être amené à laisser la ville s'étendre, et les gens s'implanter de plus en plus loin du centre de la zone urbaine. Ça pose d'énormes problèmes à ce moment-là, non seulement d'environnement, mais aussi de transport et d'organisation collective. Donc l'idée, c'est d'essayer de densifier aussi un peu la zone urbaine. Aujourd'hui, je prends l'exemple dans une ville que je connais bien, Saint-Cloud, quand bien même la population est restée la même en 15 ou 20 ans, autour de 30 000 habitants, on a besoin de plus de logements aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans. Parce qu'avant, on avait à peu près 3 personnes par logement. Aujourd'hui, on est passé en moyenne à 1,9. L'explication est assez simple. Vous avez des personnes âgées seules qui vivent plus longtemps et plus nombreuses. Et vous avez aussi des familles monoparentales qui sont plus nombreuses aujourd'hui qu'avant. Et pour terminer, vous avez des gens qui restent célibataires plus longtemps qu'avant. Aujourd'hui, on se marie plus à 25-30 ans qu'à 20 ans. Tous ces phénomènes nécessitent que pour la même population, vous avez besoin de plus de logements. Et tout le problème à chaque fois, c'est qui gère les opérations d'aménagement dans la métropole, soit la commune. Les maires sont très jaloux de leur responsabilité, notamment en matière de PLU. Pour certains, on n'arrive pas à les obliger à améliorer, par exemple, le nombre de logements sociaux et à faire des opérations de voirie. Donc la question, c'est que faire? Il nous est apparu que, mais tout ça, tout le monde pourrait le dire, le problème après, c'est comment? Il faut simplifier. La Cour des comptes vient de sortir un rapport qui est très instructif à ce sujet-là, qui démontre effectivement que cette multiplication de strates, non seulement coûte cher, parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui font plusieurs fois le même travail. Hein. Deux, ça ralentit l'exécution des projets. S'il faut demander l'avis de 5 personnes les unes après les autres avant de faire quelque chose, vous imaginez bien qu'au lieu d'avoir une réponse en un mois, vous aurez une réponse peut-être à la fin de l'année. Donc il faut clarifier le fonctionnement et pour que ce soit lisible aussi par les habitants. Ça permettra certainement, en simplifiant, de faire des économies. Il ne s'agit pas de supprimer des gens qui travaillent aujourd'hui, mais peut-être de les faire travailler sur autre chose. Je discutais cet après-midi avec quelqu'un qui nous voit à Saint-Cloud, qui était le directeur des services techniques d'une ville des Yvelines. Il me dit, moi, si on me dit que je peux modifier l'organisation de mon travail, je prends 2 personnes ici, puis je les mets, elles font autre chose. Elles font plus. Si je regroupe les services techniques de plusieurs communes, par exemple, eh bien, au lieu d'avoir 10 personnes, 5 là et 5 là, j'en ai plus que 8 et les 2 que j'économise, je leur fais faire autre chose. Et donc, ça permet d'être plus efficace. Alors, comment? Alors, aujourd'hui, dans l'état actuel des réflexions, ça, c'est le scénario qui existe aujourd'hui, hein, c'est les lois MAPAM et NOTRe. Donc, vous avez vu, la métropole, c'est ce qu'on nous a montré. Les 4 départements, plus les petites extensions type Argenteuil, etc. Scénario 1 qui a comme avantage, Can? Scénario 1 qui a pour avantage en fait que les communes de Paris acceptent, soutiennent ce projet, parce que la métropole du Grand Paris va se retrouver, celle qui existe aujourd'hui, présidée par Patrick Ollier, va se retrouver un peu plus renforcée dans ses pouvoirs, et elle va avoir compétence pour nouer des contrats, des partenariats directement avec les communes. Donc les maires, eux, ils disent, on applaudit, on existe, on applaudit, et il y en a par contre d'autres qui font plus, on va dire, la gueule, c'est les présidents des départements, surtout de la proche couronne, parce que eux considèrent qu'au final, ils risquent d'être contournés dans leurs décisions, dans leurs choix, dans leurs relations avec la métropole, et bien, ils vont être contournés par les communes et par la métropole. Donc, point positif, les communes applaudissent ce premier scénario.
qui est prévu dans la loi, notamment NOTRe, qui est la nouvelle organisation des territoires de la République. C'est un spécialiste des acronymes dans les projets de loi. Donc c'est ce qui apparaît comme premier scénario, qui devrait être la logique de ce qui a été voté en 2015, notamment donc avec ces deux lois, MAPTAM et NOTRe. Mais ce n'est pas en fait le scénario sur lequel forcément on va pour l'instant. Scénario 2, donc la région métropole. Tu veux dire un mot là-dessus? Alors, j'étais au vœu du département des Yvelines et des Hauts-de-Seine réunis, hein, c'est bien connu, parce qu'ils veulent se réunir. Donc, on était invités à la scène musicale et nous avions Monsieur Bédier pour les Yvelines, Monsieur Devedjian pour les Hauts-de-Seine. Nous avions aussi Madame Pécresse pour la région Île-de-France. Et donc, comme à l'instant, Ockham vient de vous le dire, les présidents des départements de la Petite Couronne n'aiment pas la solution 1, ils en ont bien sûr inventé une deuxième qui consiste à dire on supprime cette métropole actuelle et en fait on l'étend à la région, donc on fait en sorte qu'on garde la structure actuelle, il y a les départements et il y a la région. C'est à peu près tout ça, et donc pour eux ils appellent ça la métropole régionale et donc on supprime la notion de métropole. Alors tout ça, on revient à l'ancien schéma département-région. Quand je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'un point qui me choque un petit peu, c'est que presque 50% de la région, ce sont des terres agricoles. J'ai du mal à penser, j'ai du mal à concevoir comment on peut 50% de terres agricoles, 20 et quelques % de bois, il reste 20 et quelques % de zones urbaines. La région n'a pas vocation à avoir un comportement de métropole en tant que tel. À voir. Suivant. Alors, ça c'est quoi? Ça, c'est la métropole tentaculaire. Et donc, Qui est l'adjectif, Ockham? C'est tout. Je décline toute responsabilité de l'adjectif. La métropole tentaculaire est en fait un scénario qui est peut-être un peu plus logique avec ce que souhaiterait peut-être le président de la République, on attend son décision sur ce sujet. C'est que la métropole tentaculaire, elle suivrait la logique des zones urbaines continues. C'est-à-dire qu'au lieu d'intégrer, comme le veut la métropole régionale, l'ensemble des départements, même ceux de la Grande Couronne qui comprennent des régions, des terres agricoles, là, au contraire, avec la métropole tentaculaire, on suivrait la logique urbaine continue, dense et continue. Ça veut dire qu'on va intégrer les trois départements de la proche couronne, mais on va inclure aussi ce qu'on appelle les agglomérations dynamiques, qui sont dans le prolongement de ces départements de la proche couronne. Alors, par exemple, vous avez l'aspect Roissy, qui va aller au-delà, donc au nord, l'aspect tout ce qui est pôle autour de Roissy au nord. Au sud, l'aspect qui comprend également Saclay, voilà, le plateau de Saclay, je cherchais le terme. Donc, il y a des pôles dynamiques d'agglomération qui vont être intégrés dans cette dynamique et que la métropole va gérer, va prendre en compte, va gérer au quotidien si on va sur ce schéma. Vous avez des maires dans les agglomérations qui sont d'accord pour faire partie de cette métropole dite tentaculaire. Il y en a d'autres qui sont un peu plus réticents parce qu'évidemment, ils vont voir leurs décisions retirées, leur capacité à prendre des décisions retirées. Donc, à voir ce qui peut être négocié sur cette métropole tentaculaire, mais on resterait dans cette dynamique du développement économique et urbain, logique de développement économique et urbain. Et ça veut dire qu'en gros, les départements des grandes couronnes, de la Grande Couronne, eux resteraient en place pour gérer ce qui ne relève pas des zones de densité urbaine continue. Donc, c'est-à-dire les terres agricoles, le périurbain, etc. Scénario 4, ce qu'on appelle une métropole département. Alors, ça, c'est encore autre chose. La métropole département, en gros, c'est très simple. Vous avez une administration unique qui va vous être proposée en point positif à ce sujet. C'est-à-dire que la métropole du Grand Paris va garder ses limites. En gros, rien ne bouge en termes de territoire. Mais par contre, on transforme l'ensemble en un grand département unique de 7 millions d'habitants et composé de quoi? Des 12 EPT. Donc les EPT, ce sont
Voilà, établissements publics territoriaux. Et j'avais entendu quelque chose. Établissement public territorial. Voilà. Est-ce que vous savez dans lequel vous êtes? Non. Paul. Voilà, très bien. Bon. Et justement, ça voudrait dire que dans ce modèle de métropole départementale, les 3 départements de proche couronne fusionneraient. Donc, ça veut dire Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Vous aurez compris que là aussi, et Paris, mais en tout cas, les 3 présidents des départements, je vais me lever parce que c'est peut-être pas le plus approprié de rester assis. Les 3 départements vont disparaître. Donc, bien sûr, les 3 présidents des départements, Patrick Devedjian, Seine-Saint-Denis. En tout cas, celui de Val-de-Marne, qui est Christian Favier, qui est communiste, c'est-à-dire que ceux qui sont LR et communistes vont donc décider de refuser ce scénario donc, de cette métropole dite départementale. Pareil pour, ils veulent accélérer le processus, eux, ils sont d'accord d'une certaine manière, et ça pourrait prendre le modèle du Grand Lyon, ce métropole type département, ce que disait Jacques justement, c'est-à-dire que quand on voyait la métropole du Grand Lyon, on est fondé sur un seul département, celui du Rhône. Et puis vous en avez un dernier, alors là c'est la cerise sur le gâteau, c'est le scénario qui veut une métropole renforcée. Alors là, il n'y a pas de carte parce que justement, on est un peu dans le flou pour l'instant. Mais une métropole renforcée, urbaine, et avec de toute façon moins de départements. Il est possible, c'est une hypothèse, que ce soit sur ce scénario que le président de la République va peut-être prendre une décision. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais ce sont les esquisses du scénario présidentiel. C'est-à-dire celui que souhaiterait Emmanuel Macron. Donc, comme vous voyez, comme c'est indiqué, en gros, la métropole du Grand Paris, elle aurait pleinement compétence dans les limites qu'elle a actuellement. Ça veut dire que ce qu'il y a en trop, ce qui ne fait pas partie de la dynamique de la métropole, ce sont les départements de l'approche couronne. Les départements de l'approche couronne, dans le scénario du président de la République, éventuel, toujours, scénario éventuel, on ne sait pas, disparaîtrait. Donc, de toute façon, dans quasiment tous les scénarios, les départements de l'approche couronne disparaissent. Vous comprenez que, par exemple, dans le dernier magazine des Hauts-de-Seine de Ursula, Patrick Devedjian dit non, on ne veut pas de ces scénarios-là, voilà ce que nous on propose, c'est bien mieux, nous on garde nos compétences. Ce qui voudrait dire que si on fusionne les 3 départements, c'est quand même ce qui représente ces 3 départements, 92, 93 et 94, c'est 5 milliards d'euros et 20 000 agents territoriaux. Ces 3 départements. Alors, je rassure, les agents territoriaux, ils ne seront pas fusillés le lendemain, parce que bien entendu, ce qu'ils font, il faut bien que quelqu'un le fasse. Voilà. Et à ce moment-là, ils le feront dans une autre structure. Ce qui n'est pas dit là, et il ne faut pas l'oublier, c'est qu'au milieu de ces 3 départements, il y en a un 4e, qui a pour numéro 75. Donc là aussi, il faut ménager les susceptibilités des uns et des autres. Et ce qui est intéressant, donc, c'est quelque chose qui a été esquissé même déjà à la fin de l'année dernière, c'est que si les départements, c'est un peu comme on va dire un peu les vautours qui se mettent un peu sur le cadavre, je ne sais pas si l'allégorie est bienvenue, mais si les 3 départements sont supprimés, eh bien, qui va se répartir les compétences des départements? Eh bien, vous avez la métropole du Grand Paris qui applaudit parce qu'elle dit « je vais en récupérer un morceau ». Pour satisfaire les communes qui ont toujours peur de se voir un jour disparaître ou vider de leurs propres compétences un jour ou l'autre, elles voudraient bien récupérer 1 ou 2 éléments que gérait le département. Bref, tout le monde peut y trouver son compte à ce niveau-là. Ce qui veut dire que quand même les départements des grandes couronnes, pour l'instant, on n'y toucherait toujours pas. Mais ceux de la proche couronne seraient vraiment les premiers à être, entre guillemets, fusillés, si on pourrait prendre ce terme pour l'exemple. Ce qui voudrait dire aussi, c'est que et là j'ai un doute par rapport à la diapositive qu'on a élaborée sur ce scénario, c'est le grand doute, ce sont les EPT. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont continuer à exister ou pas? Et surtout par rapport à la notification qu'on a eue dernièrement, qui a été rendue publique par la Cour des comptes. Dans le scénario présidentiel éventuel, les EPT
seraient conservés. On supprimerait les départements et on garderait ces établissements publics territoriaux. On les garderait. Sauf que dans la notification de la Cour des comptes, vous pouvez consulter sur le site, parce que ça a été rendu public, cette notification précise que ces établissements publics territoriaux ne font pas partie non plus de cette dynamique de la métropole du Grand Paris. Oui, la Cour des comptes est assez claire dans ce qu'elle dit. Hein. Et là, on ne fait que la citer. Un premier point qui est étonnant, c'est que Paris fait un EPT, mais il y a 2,5 millions d'habitants, de 2, alors que les 1,6 millions des Hauts-de-Seine, eux, ont droit à 4 EPT. Expliquez-moi où est la logique entre un EPT à 400 000 habitants et un EPT à 2,2 millions. Ensuite, phrase intéressante, les EPT ne constituent pas un échelon de mutualisation de la ressource fiscale et de sa redistribution. Leur création n'a pas permis de corriger les faiblesses des intercommunalités. Ensuite, vous voyez, l'organisation territoriale est caractérisée par un empilement de collectivités et donc, il n'y a pas d'homogénéité entre le cœur et le reste des territoires. Et là, vous avez 7 recommandations de la Cour des comptes. Ce sont des recommandations. Hein. Le législateur en fera, on va dire son miel, mais il peut les suivre ou ne pas les suivre. Moi, je retiens quand même qu'on me suggère de diminuer le nombre de niveaux de collectivité, notamment en couronne, ça me paraît évident, de réexaminer la situation de tous les syndicats techniques, alors au hasard le SITCOM et puis plein d'autres, ce qui fait que dans certains cas, à un endroit donné, ils en avaient 5, dans le département d'à côté, ils n'en avaient qu'un, qui fait la même chose que les 5, donc à un moment donné, il faut peut-être regrouper ça un peu mieux. Vous avez des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ça commence à en faire beaucoup trop. Rationaliser tous ces groupements. Un point intéressant, encourager la création de communes nouvelles par regroupement. Compte tenu du continuum urbain, très sincèrement, personne ne voit. Enfin, moi, je ne sais jamais quand je suis à Suresnes ou à Saint-Cloud, des fois. Et vous-même, vous passez d'une commune à l'autre. Alors, je ne dis pas qu'il faut réunir demain Roye et Saint-Cloud, mais dans certains endroits, il y a peut-être des regroupements de communes qui peuvent avoir du sens. Et puis, évident le point 6, réexaminer les compétences respectives de la région et des départements. Et enfin, inciter à la mise en place de services mutualisés entre les collectivités. Alors, tout le problème, c'est de savoir si on impose ou si on suggère. Quand il y a eu les premiers pas vers les collectivités de communes, ça a été appliqué de manière complètement différente. On a vu des communautés de communes qui effectivement mutualisaient vraiment un certain nombre de services et qui faisaient des économies. Moi, j'ai le souvenir qu'à Saint-Cloud, quand on était conseil municipal, le maire de Saint-Cloud avait quasiment bien mutualisé. Donc, rien d'économie. Et il passait son temps à expliquer que ça coûtait cher. Comprenne qui pourra. Enfin, donc, on va vous laisser la parole après. Alors, ce que dit votre député. Parce que pour l'instant, si ça vous paraît compliqué, je vous rassure, j'ai le même sentiment. Alors, pour moi, cela a-t-il un sens de parler de métropole? Oui. J'ai grandi à Lyon, je connais bien la communauté urbaine de Lyon qui est maintenant la métropole. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Gérard Collomb. Oui, ça a du sens. Ensuite, deuxième question, je pense qu'il faut se poser des questions les unes après les autres. Hein. Est-il nécessaire de simplifier les structures administratives? Bien évidemment. On avait déjà commune, département, région, et on en a créé encore entre les deux pour, soi-disant, faire les choses mieux. Il est clair que ce n'est pas le sens de l'histoire. Et quand on nous dit regrouper les communes, il faut savoir que maintenant, en France, il y a plus de 36 000 communes. Hein. Il y en a beaucoup moins, puisque on est peut-être à 33 000. Il y a beaucoup de communes qui se sont regroupées dans pas mal de régions de France. Alors, les questions auxquelles je ne sais pas encore répondre, mais auxquelles il faut qu'on trouve des réponses simples, quel est le périmètre géographique de cette fameuse métropole? Jusqu'où doit-elle s'étendre? J'ai tendance à penser que les 3 départements de la petite couronne autour de Paris, ça fait 4 départements, ça a du sens. Après, les gens qui disent c'est trop petit. Ça ne pèse que 6 millions ou 7 millions d'habitants. Deuxièmement, cette zone-là, qui est l'actuelle métropole du Grand Paris, elle exclut les aéroports,
elle exclut aussi la zone universitaire de Saclay. Pour moi, ça n'a pas de sens de ne pas avoir dans la fameuse métropole de Paris les aéroports et le pôle universitaire. Donc pour moi, ce pôle universitaire, les aéroports doivent être dans ce périmètre géographique. Voir ensuite comment ça se négocie. Deuxième question importante, c'est quelles sont les structures administratives qu'il faut supprimer à ce moment-là. J'aurais tendance à suivre la Cour des comptes qui dit supprimer au moins tous ces établissements intermédiaires qui rajoutent beaucoup de couches, qui ralentissent les processus et qui, globalement, ne servent pas à grand-chose. Le problème essentiel, il y a deux questions essentielles une fois qu'on a éventuellement, on s'est mis d'accord sur le périmètre et les structures à supprimer. Essentiellement, comment répartit-on les compétences? Je pense que si ça peut avoir servi à quelque chose d'être passé de 3 à 5, puis de revenir par exemple à 3, c'est que l'aller-retour entre 3 et 3 peut avoir permis de répartir les compétences différemment. Aujourd'hui, vous avez les écoles à la ville, le collège au département et le lycée à la région. Ça paraît éventuellement logique. Et sur plein d'autres compétences, le transport, le logement, etc., on ne sait plus qui fait quoi. Et donc là, je pense qu'il y a une meilleure répartition des compétences à retrouver par rapport à l'existant. Le dernier point qui peut aussi, décider de l'adhésion des élus, c'est la gouvernance. Parce que ne nous trompons pas, une bonne partie des élus qui vous expliquent qu'il faut garder la région, qu'il faut garder le département, qu'il faut garder la commune, les premiers sont ceux du conseil régional, les deuxièmes sont ceux du conseil départemental, et les troisièmes sont du conseil municipal. Pour eux, il n'y a rien de bien d'autre que l'entité dans laquelle ils sont. Ils se foutent, j'ose le dire, si ça doit être enregistré que ça le soit, beaucoup se foutent de l'intérêt général. Ils pensent à bord et avant tout à leur position. Certains sont sincères quand ils vous disent la commune c'est ce qu'il y a de mieux, le département c'est ce qu'il y a de mieux. Mais beaucoup sont de mauvaise foi quand ils donnent leurs arguments. Alors comment décider? Parce qu'à la fin, je pense qu'on aura quelque chose qui ressemble à cette églantine, hein, avec un cœur central qui sera Paris, en français le Grosse Paris, comme disaient le Grosse Berlin les Allemands. J'ai mis une forme en forme de cœur qui ne fait rien du découpage géographique. Et à l'intérieur de ce Paris, on peut peut-être imaginer, parce que c'est quand même très grand, qu'il y ait, allez au hasard, 4 ou 5 districts ou départements, parce que c'est quand même une zone qui compte à peu près 8 ou 9 millions d'habitants. Hein. Donc, pour des raisons évidentes d'administration, ce soit découpé en des choses qui ressembleraient aujourd'hui à des départements. Mais le point important, c'est écouter, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait encore, c'est dialoguer avec tous les acteurs, mais quand on dialogue avec eux, ne pas oublier qu'eux, ils ont des intérêts particuliers, et que ce qui doit nous guider, nous, c'est l'objectif de l'intérêt général, c'est-à-dire améliorer le fonctionnement du système pour rendre de meilleurs services à la population. Voilà, je vous ai livré l'état actuel de ma réflexion. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus sur le futur, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent en dire plus sur le futur. Voilà. Donc là, maintenant, la parole est à vous. Et ce que vous allez me dire va nous éclairer dans la réflexion au moment où il faudra décider, voter, valider les propositions que nous serons faites. Merci, monsieur le député. Je pense que dans cette matière, il faut avoir une approche pragmatique et pas dogmatique. Et ce qui me plaît, à titre personnel, dans le dernier scénario, c'est qu'on a finalement un mix des deux scénarios que vous avez présentés précédemment, que vous avez appelé métropole tentaculaire d'une part et scénario un seul département d'autre part. Donc, c'est un mix qui a cette approche pragmatique, me semble-t-il, parce qu'il vise d'une part le cœur de la région aujourd'hui, c'est les départements plus Paris, c'est-à-dire les plus peuplés, les plus denses, les plus urbanisés, mais sans oublier le technopôle d'Evry, Saclay et Roissy-Orly. Donc ça me semble un scénario intéressant, voire intelligent. Pour autant, j'ai tout de même une question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une compétence, alors là je m'inscris un petit peu en faux contre ce que vous avez dit, plus exactement, je le préciserai,
La compétence transport, pour ce qui concerne les transports publics, elle est aux mains d'un seul établissement, qui est un établissement public, présidé par la région, qui s'appelle le STIF, que Valérie Pécresse a rebaptisé en Île-de-France, mais qui a la compétence sur l'ensemble des modes, l'ensemble du territoire, en termes d'organisation, d'investissement, de financement, de billettique, de qualité de service, de tout ce qu'on veut. Et c'est une gouvernance qui fonctionne bien. Toutes les décisions, ils sont prises quasiment à l'unanimité quand il s'agit des projets de transport, gauche-droite, il n'y a pas encore de marche, mais donc c'est et avec un conseil d'administration relativement restreint, avec je dis restreint par rapport au conseil de la métropole à 209 élus. Ça fonctionne bien. Alors, des difficultés de la métropole et puis de la région de France en général, c'est l'adéquation, ou plus exactement l'inadéquation entre les transports, les services de transport qu'elles publics et les logements. Donc, pour faire simple, je ne parle pas évidemment pour le 90. Oui, la voirie. On construit des logements à l'est et les emplois sont à l'ouest. C'est à peu près ça. Si on a deux échelons différents, un échelon qui serait la métropole, qui aurait la compétence urbanisme, et un échelon qui resterait l'Île-de-France, parce que ça fonctionne bien, même si la gouvernance fonctionne bien, qui serait compétent pour les transports, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une difficulté, là aussi, de cohérence entre l'urbanisation et les transports? C'est une question qui mérite d'être posée. Il y a aussi l'aspect transport et voirie, c'est-à-dire que c'est vrai qu'une partie du débat est également polluée par actuellement les relations entre les communes de la couronne parisienne et Paris. Puisqu'à ce moment-là, tout devient entre guillemets politique, exacerbé, notamment en matière de voirie et de transport. Si le STIF décide de faire un certain nombre d'aménagements de transport, ça concerne aussi les véhicules qui sont comme des bus. Mais si, entre-temps, alors qu'il y avait une voie sur bus ou que la circulation était à peu près fluide, vous avez un maire qui décide de construire une piste cyclable, qui donc réduit la voirie de 2 voies à 1 voie et crée des embouteillages pas possibles, vous avez beau avoir pensé mettre des gares, des bus pour arriver aux gares du Grand Paris Express, ça ne fonctionne plus. Donc, n'oubliez pas aussi qu'en plus vient se rajouter effectivement à ce problème administratif le projet qui est à côté, qui est celui du Grand Paris Express, qui nécessite. Alors c'est là que M. Ollier a trouvé l'occasion effectivement de faire quelque chose dans le petit espace qui lui était alloué. C'est un grand concours de réflexion d'architecture autour de toutes les gares du Grand Paris Express pour pouvoir justement développer l'urbanisme et montrer que ces gares vont servir quand même à développer, je dirais, l'économie et l'urbanisme autour à quelques exceptions près, parce que le site ne s'y prête. Vous avez raison, mais la question après va être, ce que je disais, c'est comment on répartit les compétences entre les différents voyous. Mais j'ai tendance à penser que si la gouvernance, après c'est un problème de gouvernance, c'est-à-dire que si on crée une métropole du Grand Paris, il faudra dire comment les gens sont-ils désignés dans cette métropole. Est-ce que ce sont des gens qui sont désignés par les conseils communaux, par les conseils départementaux, ou tout simplement, vous et moi, qui allons élire les délégués du conseil de la métropole. Et à ce moment-là, c'est plus la même chose. Déjà, je dirais en amont, on nous présente ce Grand Paris et la création de cette métropole comme quelque chose d'inéluctable. Les citoyens ont jamais été consultés pour savoir quel était le projet. Le projet transport, le projet gouvernance, le projet urbanisme, le projet logement. Alors que ça les concerne en premier chef. Il y a un problème d'aménagement du territoire, de vivons, de travaillons, certains sont à la retraite. Je pense que la moindre des choses, avant de parler peut-être de la gouvernance entre les élus, se poser la question de savoir quid de la population, quid des gens qui ont voté à un moment donné pour élire des maires qui aujourd'hui voient leur
par la région et le département. Pour le moment, il n'y a pas eu d'élection, on n'a pas été consulté pour élire les délégués aux établissements territoriaux et à la métropole. Un détail près quand même, c'est que les gens qui vont à ces... Enfin, sauf à ce que je me trompe complètement, mais les gens qui y vont sont des élus. Oui, je sais. Mais si vous Et donc, c'est un système à plusieurs étages. Mais les gens qui y sont ont quand même été élus dans les conseils municipaux. ce sont des élus, mais ils ont été élus Ils ne sont pas des sur un fonctionnaires. programme D'accord. et pour représenter des citoyens dans le cadre d'une certaine compétence. Dans leur commune. Voilà. Dans leur commune. Voilà. Donc, déjà, il faudrait peut-être se poser la question de savoir, plus des citoyens, hein, quelle démocratie, où ils vont se trouver. Là, on est en train de se dire, on va avoir une grosse moyenne métropole avec, oui, par exemple, de nos communes voisines des îles, Château, le Vésinet, on traverse le pont, on peut aller faire aussi nos courses à gauche à droite. Que deviennent ces communes? Pourquoi est-ce qu'elles vont avoir une densité aussi forte que la nôtre? Faut-il traverser le pont et aller habiter à Château ou au Vésinet? Vous voyez, il y a plein de questions qui se posent. Et ça, les citoyens, ils subissent un peu des décisions qui sont prises à gauche et à droite. On nous dit que c'est très bien. Moi, je sais que certaines grandes métropoles font marche arrière sur cette densification. Nous, on arrive beaucoup trop tard et on est là en train de se dire la métropole. Il y a des gens qui reviennent vers l'aménagement du territoire français et pas uniquement sur la région parisienne. Pourquoi vouloir toujours inciter les entreprises à venir à gauche dans notre département, alors qu'il y a plein de gens qui quittent la région parisienne parce qu'ils en ont assez. Il y a un déficit migratoire en Île-de-France et à Paris. Paris-Centre, oui. Ouais, mais bon, je pense que comme les transports ne suivent pas, si vous voulez, on est en train de créer vraiment un effet repoussoir de la région parisienne, beaucoup de géographes parlent, qui va s'accentuer. Donc je dis attention, on est en train de se dire la métropole c'est ça, mais plus des citoyens. Est-ce qu'il ne faudrait pas une autre réflexion qui, à mon avis, aujourd'hui est cruciale parce qu'on a pris du retard et qu'il y a des phénomènes de marche arrière actuellement liés à la volonté aussi des communes françaises, plus petites, au problème. Et est-ce qu'il n'y a pas une autre réflexion intelligente plutôt que de dire on va se mettre en concurrence avec les villes, les grandes villes de France et de Navarre, n'importe quoi, de Londres, où il y a énormément de problèmes. On n'a pas envie de ressembler à ces gens-là. Donc, bon, voilà, c'est une question qui se pose. La métropole, est-ce que ça a un sens de parler de métropole? Moi, j'en repose la question. Oui, à quelles conditions et quelle est la place des citoyens dans cette organisation? Oui, ça a un sens de parler de métropole parce que, je dirais, on est dans une zone urbaine, on partage tous un certain nombre de contraintes quotidiennes. Et si vous avez un fonctionnement éclaté, indépendant de chacune des entités de cette zone métropolitaine, il est clair qu'il y a un fonctionnement qui est, je dirais, cul par-dessus tête. Un des plus beaux exemples, c'était au débarrage. Hein. Le Vélib, compte tenu, entre guillemets, de la façon dont c'était négocié, les premiers Vélib s'arrêtaient au périphérique. Compte tenu que seule la mairie de Paris avait le droit de contractualiser à ce moment-là. Parce que si vous vouliez étendre les Vélib à Malakoff, toutes les communes limitrophes, il fallait que chacune des communes négocie un contrat séparé avec l'organisateur de Vélib. Il est clair que si on avait eu, je dirais, une entité unique, tout de suite, on avait la mise en place d'un système beaucoup plus efficace. Voilà un exemple qui n'est pas forcément merveilleux, mais qui montre qu'un tel éclatement de responsabilité empêche, sur un certain nombre de sujets, d'avancer de manière rapide, voire efficace. Là où vous avez raison, c'est qu'une grande partie du dispositif tel qu'il existe aujourd'hui, hérité des lois de la législature précédente, ça s'est fait sans une énorme concertation des populations. Et que ça a été surtout fait par des élus qui savaient ce qui était bien pour vous.
Donc, si Alors, on il y a veut- monsieur puis madame. Oui, bonjour, Nicolas Redier, je suis conseiller municipal de Maison. Parce que j'aime vraiment dans votre sens, vous m'avez un peu coupé le pied, puisque je voulais un peu parler de ça. Je réagis souvent au conseil municipal, notamment lorsque ça monte sur le budget, puisqu'on est obligé de voter un certain nombre de dépenses qui nous sont contraintes par toute cette organisation territoriale, qui devait à chaque fois, lorsqu'elles nous sont présentées, faire des économies qui, au final, nous coûtent plusieurs dizaines de millions supplémentaires. Tu parlais, Jacques, du PLU. Il faut savoir qu'à Rueil-Malmaison, le PLU n'est plus du domaine du maire. C'est aujourd'hui du POLD, Paris-Ouest La Défense, qui était une décision uniforme du préfet de ce découpage-là, et qui ne prend pas en compte certains intérêts de la commune. Donc, pour le coup, là où je vais être un peu plus divergent, c'est que je crois qu'effectivement, la métropole a un sens, mais comme le rappelait Jacques, oui, aussi, mais la Cour des comptes, qui encore une fois est dans sa simplicité, dans son bon sens assez évident, c'est qu'on souffre de ce millefeuille administratif en France qui nous coûte extrêmement cher, parce que là où vous parlez du grand nombre, on arrive avec 23 élus à faire quelque chose d'immense. Nous, on a plus de 230 CI dans la région, plus, même à Rueil, il y a près de 50 conseillers municipaux, c'est totalement absurde. Et donc, cette simplification, elle doit avoir un sens économique et un sens aussi pratique. Alors, si on arrive à trouver quelque chose effectivement d'intelligent, mais il n'y a que des gens intelligents dans cette salle et des gens qui planchent là-dessus, et comme tu le disais, d'enlever le bâton de maréchal de tous ces élus qui, en définitive, parce que les POLD, ceux qui y sont, ce sont les maires des communes. Donc, on a nous en plus un maire qui est président de la métropole du Grand Paris, qui a un intérêt politique, un intérêt de carrière à aller dans ce sens-là. On veut nous imposer une fusion du 78 et du 92 sans qu'on nous en demande la parole. On reçoit dans nos boîtes aux lettres à chaque fois des petits magazines qui nous expliquent que ça va être formidable. Oui. Et donc, il va falloir dire stop, avoir des compétences qui soient des compétences sans doute élargies, parce que tout est imbriqué, tout est transverse au niveau de l'emploi, au niveau des transports. Moi, je vais presque plus loin, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'aéroport en 78, en 77. Je connais bien le problème des aéroports. Lorsque Roissy a été construit, on était au milieu de rien. Et l'urbanisme a forcément rejoint aujourd'hui l'aéroport de Roissy. On a cette espèce de... Donc, ce qu'on va décider aujourd'hui, ce ne sera pas pour 5 ou 10 ou 15 ans, c'est pour les 50 prochaines années. Donc, même si ça dépasse un petit peu le cadre de Paris et des départements juste limitrophes, ça peut aussi avoir du sens. Et bon, voilà, je finirai simplement là-dessus. En revanche, supprimons ou les départements, ou la région, ou les EPT. Non, mais la région, ça ne va pas être possible, mais effectivement, il va falloir retrouver de la rationalité, de la simplification, et que tous les impôts qui sont payés par nos contribuables soient véritablement efficaces. La difficulté, c'est d'avoir les informations vraies et rationnelles et objectives sur un certain nombre de sujets. Ceux qui présentent certaines informations le sont en général partie prenante dans l'un ou l'autre camp. Donc, et même pour nous, c'est difficile d'avoir, voilà, un exemple que vous connaissez tous d'un aéroport bien célèbre. Ceux qui disaient il faut faire l'aéroport, oubliez simplement de dire que l'actuel aéroport a un trafic de 4 millions de passagers par an, et une piste de 1800-900 mètres, 2900 mètres, bon, et que par exemple à Genève, il n'y a qu'une seule piste aussi. Non, alors Jacques. Non, deux pistes. Non, mais il ne faut pas dire des choses pareilles. Parce que là, pour le coup, on ne peut pas comparer Genève. Genève, c'est 3900 mètres de piste, deux pistes, on ne survole pas la ville, on fait l'approche sur un lac, il n'y a rien à voir. Il y a 123 places de parking gros porteurs à Genève, il y en a 20 à Nantes. Mais d'accord, mais il y a pas la possibilité de faire, parce que... Sauf que à Genève, le trafic, c'est 12 millions. À Nantes, c'est 4. Donc on peut supplémentaires en un an. Voilà. Donc là, avant et que Nantes ne fait que 4 millions de passagers par an. D'accord. Donc la question, c'est simplement de savoir si l'aménagement de Nantes actuel
permettait de satisfaire les besoins ou pas. Je n'ai pas la question, hein. Je ne connais pas le dossier à 100%, je ne suis pas intéressé directement à la question, mais moi j'ai pu comprendre, c'est que quand on nous présentait que la seule solution, c'est comme ici, hein, la seule solution c'était le transfert de l'aéroport au nord de Nantes, parce que c'était beaucoup mieux, etc. Je pense que certains oubliaient de regarder l'autre solution qui avait été faite auparavant, et celle-là, on les a remis sous le tapis. Voilà. Donc, on va pas refaire le débat. Ça a été tranché, mais il ne faut pas comparer avec Genève. Ah oui, un exemple. Et au cas où, quand on nous dit la consultation, si on vous consulte, par exemple, on va faire un référendum. Ça ne peut pas être un référendum, parce qu'un référendum, c'est autre chose. C'est une consultation. Qui s'est d'ailleurs passé. Oui, c'est vrai. Après, c'est le périmètre. À qui allez-vous demander, un exemple, à qui allez-vous demander son avis sur la métropole du Grand Paris? Oui. Exemple, sur l'aéroport en question, la question a été posée uniquement aux habitants de la Loire-Atlantique. Et la question a été posée de telle façon, c'est voulez-vous du transfert de l'aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes? C'est une petite erreur géographique parce que l'aéroport est sur 2 communes et non pas sur une seule. Mais bon, le Conseil d'État a accepté que ce soit simple. Mais quand vous dites voulez-vous le transfert de cet aéroport-là vers celui-là, il n'y a pas d'alternative. Si vous répondez oui, l'aéroport est complètement transféré, il n'y a pas de solution. On ne vous demande pas de choisir entre plusieurs solutions. Là, la question, c'est est-ce qu'on vous demanderait de choisir entre le scénario 1, le 2, le 3? On vous demande. Oui, donc c'est très compliqué. C'est compliqué. Je peux beaucoup moins cet aspect gouvernance, cet aspect des citoyens. À partir du moment où on décide de simplifier les structures, à quel niveau on va avoir des pouvoirs de décision? Voilà. Oui. Si effectivement le pouvoir de décision est au niveau de la métropole actuelle, par exemple, et qu'on décide de supprimer le département, et pourquoi pas de fusionner les communes, parce que qu'est-ce qui va leur laisser à ces communes? Là, je pense qu'il y a une obligation au niveau de la Constitution d'organiser un référendum. Moi, j'ai tendance à penser que plus la solution est simple, c'est-à-dire plus vous pouvez l'expliquer simplement à un enfant de 6 ans, et plus cette solution permet d'avoir des responsables élus au suffrage universel dans les échelons en question, plus, même si ce n'est pas simple à faire pour y aller, hein, c'est-à-dire qu'en partant d'aujourd'hui pour y aller demain, les gens peuvent dire que ça va être compliqué. Oui, mais sinon on ne peut plus rien dans la vie. Mais plus la solution sera simple et, je dirais, démocratique, plus, je pense, elle aura le soutien de la population. Vous voulez dire? Mais je voudrais juste revenir un peu en arrière, évidemment, à un terme qui est assez moyen, qui paraît sur le dessin, donc la fusion des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Oui. Moi, personnellement, j'en avais entendu parler, mais je ne pensais pas que c'était aussi proche. Mais il n'y a pas de fusion, là. Non, il n'y a pas. Là, les Yvelines, c'est 78, vous voyez? Il a écrit à Vincennes. Hein? Les Yvelines et des Hauts-de-Seine. Oui. Alors, C'est juste qu'il n'apparaît pas au vous avez 92 apparaît pas. Vous avez 2 présidents de département, l'un des Hauts-de-Seine, l'un des Yvelines, qui cèdent à Mourtan. Bon. Et ils veulent donc se marier. Ils peuvent le faire puisque maintenant on a le pacte et le mariage pour tous. Mais ça s'arrête là. Ah, ils veulent juste se marier. Non, hein, ils veulent fusionner leurs 2 départements. Et c'est leur idée à eux. Ah, d'accord. Mais d'accord. C'est leur idée à eux. Mais ça va se faire, ça va pas se faire. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que ce que disait Nicolas Rodier, c'est que la Cour des comptes, dans son référé, où elle dit en gros qu'il faut encore plus simplifier tous ces millefeuilles pour vraiment faire une vraie métropole dynamique, elle dit aussi qu'elle dénonce, il faut bien le lire, elle dénonce aussi le fait que la fusion 78-92, elle est totalement incohérente, n'a pas de sens. Ils le disent clairement. Mais aujourd'hui, alors, après, il y a des raisons, mais vous mélangez un département qui est totalement urbain, un autre qui est très agricole. Voilà. Même s'il y a un peu d'urbain dedans. Voilà. C'est la sociologie. Donc, pour l'instant, c'est de la communication pour vous dire, oui, ça se fait, ça va se faire, ça, on n'est jamais aussi près que, voilà. Et que ce sera, bien entendu, à cause du président de la République et du gouvernement, que ça ne se sera pas fait parce que.
on sera les méchants dans l'histoire. Et si je peux rebondir juste avant qu'il y ait d'autres questions, sur la question démocratique, principe démocratique, et oui, là c'est plutôt un militant d'En Marche qui parle dans sa propre commune à Issy-les-Moulineaux. C'est que nous, avec le projet qu'on a en ce moment du maire, qui est de fusionner avec Boulogne-Billancourt, elle s'est faite. Il peut y avoir des arguments construits, forts, solides, pour nous dire qu'il faut fusionner. Nous ne les avons pas eus jusqu'à maintenant, et comme vous le dites, nous n'avons pas eu non plus de consultation des citoyens, même si la loi autorise les maires à faire ce qu'ils veulent en termes de fusion, ils sont encouragés, mais dans ce type de commune, très urbain, avec une ville plus entêtée que l'autre, en Boulogne par rapport à Issy-les-Moulineaux, bref, etc. Oui. On se dit peut-être qu'il y en a un qui va payer pour l'autre, il y a eu tous les arguments. Il n'y a pas de référendum, il n'y a pas de consultation et ça ne faisait pas partie des programmes municipaux. Donc on revient à cette idée que la décision des élus, certes, on peut l'entendre, mais elle ne correspond pas aussi à ce que souhaitaient les électeurs à un moment donné quand on les a portés au pouvoir ou renouvelés à leur poste. Alors ce sera peut-être le thème de campagne des prochaines municipales. Et c'est similaire à ce qui se passe avec la fusion 78-92. Bref, ouais. Par contre, peut-être d'autres questions. Alors, il y avait un monsieur aussi là-bas qui avait levé alors, Monsieur, mais quand on entend parler de la première étape qui est la fusion en fait, des départements de la couronne, on a l'impression qu'on laisse de façon autonome Paris par rapport à cette fusion. Non, on n'a pas dit ça. Hein. D'accord. Bon, tu n'as pas dit, mais moi j'aimerais bien qu'on le précise là-dessus, parce qu'en fait, ça n'a de sens que si l'ensemble est géré de façon cohérente. On voit bien, entre guillemets, dans le Vieux-Art, souffront des décisions prises par unilatéralement de Paris. Voilà. Voilà. Donc j'imagine que si tu as mis ce papier comme ça, c'est que toi, tu considères que ça fait un ensemble. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas tactique politique, peut-être. On a l'impression qu'on traite d'abord l'affaire des départements de couronne, et puis on laisse l'autonomie à Paris. Est-ce que c'est ça ou c'est une mauvaise compréhension de ma part? Alors, si j'ai pu laisser croire non. Toutes mes excuses, pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Oui. Que les choses soient claires, pour des tas de raisons. Dans une affaire comme celle-là, si elle était simple, il y a longtemps que quelqu'un l'aurait fait avant, et surtout, ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est à la fois du réalisme, mais c'est aussi de la sémantique, de la conviction. Il ne s'agit pas simplement de dire ça va être ça la solution, mais il faut trouver le bon argumentaire politique pour l'expliquer à la population. Je disais, on fait un truc très simple pour un enfant de 6 ans et on dit et on vote, ça tout le monde pourra le comprendre. Et aussi, il faut l'argumentaire politique pour tous ces gens qui sont élus et qui, dès qu'on leur annoncera quelque chose, vont dire c'est une horreur. Parce que si tous les élus de la région parisienne disent ce que vous nous proposez, c'est une horreur, bonne chance pour arriver à convaincre la population. Parce que je connais quand même plein de gens qui, avant de faire quelque chose, demandent la permission au maire ou demandent au maire, monsieur le maire, qu'est-ce que je dois faire? Pour des tas de raisons. Hein, Voilà. Donc, la difficulté de tout ça, c'est de ménager l'intérêt général, dont nous sommes tous intéressés à ce que ça se passe le mieux du monde, et puis quand même d'avoir une bonne entente avec tous les élus d'aujourd'hui, qui normalement seront moins nombreux demain. Je vous rappelle aussi que ce phénomène-là s'applique aussi aux députés, puisque bientôt on va voter normalement une réforme qui devrait supprimer un quart voire un tiers des députés. Il y avait un monsieur qui avait levé la main. Monsieur. On pourrait parler d'un thème qui est l'adéquation entre la densité humaine, qui est prévue dans le DRIF et dans le Grand Paris, qui représente à peu près 15-20% de la population existante, et puis les moyens de déplacement, qui sont ce qu'ils sont, mais nous constatons tous que depuis plusieurs dizaines d'années, la tension sur le plan des déplacements s'aggrave. Et alors, bien entendu, on nous répond, mais
le métro du Grand Paris va régler pour partie ce problème. Simplement, quand on lit le rapport de la Cour des comptes, le résumé, on constate que les délais d'achèvement vont se prolonger et que les coûts, rien que les intérêts, représentent 135 milliards d'euros. Donc on se dit, vous parliez d'économie, ça c'est la Cour des comptes. Un des scénarios. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de délais, c'est beaucoup d'argent. Pour simplifier, Je trouve que c'est un paramètre très important de pouvoir, à travers la gouvernance qui va s'installer et les autorités qui vont s'installer, d'avoir une meilleure adéquation entre la densité que nous vivons actuellement, puisque depuis 2015, depuis 2016, nous constatons dans les communes du secteur en particulier, mais dans toutes les communes de métropole, une augmentation des permis de construire importante. Donc, il faut que derrière, les moyens de déplacement suivent. Or, ils ne suivent pas à la mesure de la densité. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une première mesure de précaution qui serait de ralentir la densité tant que les moyens de transport et de déplacement ne sont pas mis en place? Et tout à fait d'accord avec Alors, très grand. vous liez des problèmes dont la corrélation n'est pas si évidente que ça. Ça vous apparaît lié, ça ne l'est pas nécessairement. Je l'ai vendu comme ça. Ouais. J'entends bien, oui, mais moi je ne suis pas. Je connais pas Roy autant que ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous liez des choses qui normalement ne le sont pas naturellement. Ce qu'il faut voir, c'est que pendant très longtemps, il y a eu des sous-investissements au niveau de la région en matière de transport. Il y a eu aussi, de la part de l'État, coupable négligence en matière de transport dans la région parisienne aussi, parce qu'une partie a été payée par l'État. Tout le monde s'est un peu réveillé. Ça touchait deux choses. Ça touchait à la fois les lignes et les infrastructures. Donc là où ça a commencé, c'était sous le précédent président de région, où ils ont commencé à se dire qu'il faut renouveler le matériel. Parce que souvent, pour transporter plus de monde, soit vous multipliez le nombre de lignes, le nombre de trains, mais vous pouvez aussi augmenter la capacité des trains. Donc les premières décisions qui avaient été prises par la région Île-de-France, c'était de remplacer les trains à une rame par des trains avec des rames à 2 étages pour pouvoir emporter plus de monde. Et puis ensuite, on nous a vendu le Grand Paris Express qui devait coûter que 20 milliards. Ce qui sera probablement le double à terme. Ce qui n'est pas forcément, comment dire... Oui, mais à un moment donné, là, ça va être une question de priorité. Il y a des lignes qui vont passer avant d'autres parce que le nombre de tunneliers nécessaires pour creuser ça, c'est quasiment la moitié des tunneliers d'Europe. Ça, on savait dès le départ. C'est pas une surprise. Que la SGP est montée. Il y en a qui le font sciemment, d'autres qui le font un peu par incompétence ou par imprévision. Je ne sais pas. Mais grosso modo, quand on regardait les Jeux Olympiques, quand les Anglais ont voulu gagner les Jeux Olympiques de Londres, ils ont expliqué que ça ne coûtait rien à Londres. Et après, ils s'aperçoivent que ça coûte 2 fois plus cher. Nous, on nous a dit que ça allait coûter 6,5 milliards. On en parlera. Mais je pense qu'on a la différence de pas mal d'autres pays, c'est que le 90% des installations sont déjà là. À la différence de beaucoup d'autres pays qui veulent organiser les Jeux Olympiques à partir de rien. Donc là, on sera plutôt proche des chiffres. Mais sur l'espace des transports, la densification, ce n'est pas nécessairement qu'une volonté. Enfin, ce n'est pas quelqu'un qui dit on veut faire que ça. Ça vous évite de reporter les gens en lointaine banlieue et d'avoir à ce moment encore plus de problèmes parce que vous voyez qu'il faut prolonger les autoroutes vers l'extérieur de Paris, qu'il faut prolonger les lignes de chemin de fer vers l'extérieur de Paris, et donc il faut éviter d'avoir un Paris qui s'étend à 100 km d'ici. Pourquoi des fois vous voyez de plus en plus de construction dans Rueil, dans Saint-Cloud, dans Garches? Plein de raisons. La première, c'est ce que je vous ai dit, on passe de 3 habitants par logement à 1,9 par logement. Donc il faut bien les mettre quelque part, et tout le monde ne veut pas. Des gens qui se retrouvent pour des tas de raisons seuls à Rueil, à Saint-Cloud ou à Garches ne vont pas partir en lointaine banlieue, donc ils vont vouloir quelque chose ici. Ça augmente la demande. Deuxièmement, vous avez effectivement plein de petites maisons, on voit beaucoup à Saint-Cloud, qui disparaissent parce que les héritiers vendent leur maison à
à des promoteurs, et à ce moment-là, on remplace la maison en meunière par un bel immeuble de 4 étages. Et là, le maire, honnêtement, le maire n'y peut rien. La seule chose qu'il peut faire, c'est borner dans sa ville le PLU. Oui, le PLU. Et dire, dans telle zone, on pourrait effectivement faire plus 4, plus 5, et puis dans telle zone, elle ne restera pavillonnaire. Il reste néanmoins que le drift parle de densité humaine. Et on sait que globalement, l'objectif est d'augmenter Bien sûr. d'habitants. Oui. Voilà. Mais pour ne pas les repousser trop loin. Monsieur. Vous venez, à mon avis, de mettre le doigt sur le problème majeur. Vous venez de dire, monsieur le maire va modifier son PLU. Là, modifier en conséquence. Aujourd'hui, une fois de plus, tous dans nos têtes, on parle d'une organisation féodale, avec un roi clair, un territoire, un maire. Il y a au-dessus de lui un territoire un peu plus grand, des députés. Dans le Conseil général. Je ne veux pas fuir mes responsabilités, mais je n'ai pas de territoire. Le Conseil général. Je suis Jacques Santerre. Il y avait Jean Santerre, c'est Jacques Santerre. De la métropole. Oui. Alors que la réalité d'aujourd'hui, si on appliquait la loi NOTRe, le PLU est de la compétence du territoire. Oui. Le département dépense 70-80% de son budget dans les affaires sociales. Oui, parce que c'est de sa compétence. Parce que c'est sa compétence majeure. Et il nous fait beaucoup de bruit dans ses brochures sur beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir. Vous avez été à la scène musicale. Cet établissement est un établissement qui a été entièrement financé par les départements. La belle brochure. Un très bel établissement. Les communes continuent à investir, et la commune d'Orléans est en train d'investir près de la future gare de Paris sur des établissements qui relèvent du territoire, suivant la loi NOTRe. Est-ce qu'une solution, ce ne serait pas de trouver une solution pour qu'à une organisation corresponde réellement ce qu'il fait, ses compétences, et que dans notre tête de citoyen, quand on parle du département, on parle des affaires sociales. Et qu'on arrête de nous faire croire que tout le monde s'occupe de tout. Regardez, Je termine. Oui. La question du territoire que vous évoquez. En ce qui concerne les aéroports, la solution devrait être quand même assez simple, dans la mesure où Villeneuve-le-Roi est en Val-de-Marne, que la moitié de l'aéroport est en Val-de-Marne, et qu'en ce qui concerne l'aéroport de Roissy, la moitié de l'aéroport est dans le territoire de la Seine-Saint-Denis. Ça devrait quand même être beaucoup plus facile d'intégrer ces deux territoires dans la métropole, dont la compétence est d'abord et avant tout l'urbanisme. Un détail près, c'est que quand il y a un aéroport à un endroit donné, il paye des redevances et des taxes, et que ça vient contribuer au budget du département, et donc, bien entendu, le département en question ne veut pas perdre une source de... Monsieur le député, c'est le rôle du Parlement de faire cette répartition. Voilà, mais voyez donc, derrière les arguments de certains, c'est toujours et tout le temps la même chose, c'est le pouvoir et les moyens. Oui, je prends l'exemple. Il est temps de casser cette Oui. Vous avez raison. de remettre les choses à leur place et que chacun s'occupe de ses affaires et on dépensera moins d'argent. Voilà, alors, un des problèmes que nous avons, c'est notamment ce qu'on appelle la clause de compétence générale des communes, qui les autorise à faire, à se saisir de plein de choses dont, a priori, elles n'ont pas à faire. Ce qui nous amène, par exemple, quand vous avez de l'action sociale, normalement, ça devrait être du département, mais la commune se saisit de l'action sociale, ce qui fait qu'après, vous avez des débats en conseil municipal. Ah, le budget d'action sociale de la ville de Saint-Cloud a baissé, c'est scandaleux. Et à ce moment-là, normalement, je ne devrais même pas en faire. Qu'ils n'en fassent pas. Et par contre, ça devrait être le département. Eh ben, la question se pose peut-être de cette règle. Mais retenez toujours, hein, les gens essaient d'en avoir toujours plus. On a eu une discussion avec mon collègue député là, sur ici. Il me disait, mais le problème par exemple, de la fusion ici, Boulogne, ils veulent bien le faire à une condition. Mais à une condition, qu'on ne diminue pas les dotations.
attendez, si j'ai bien compris, on fusionne les deux villes. C'est donc pour dépenser moins dans le. Donc, vous avez besoin de moins d'argent. Donc, vous n'avez pas besoin d'une aussi grosse dotation. Vous voyez, donc, il y a des. Monsieur. Il me semble que l'organisation va servir la division. Oui. Par exemple, un grand bâtiment sanitaire, quelle vision et quelle progression de parce que typiquement, quand on a par exemple la région qui porte à la fois le développement économique et lycée, on trouve une dynamique de développement économique. Mais l'action sociale décrochée de l'action de développement économique, est-ce que ça a un sens particulier? On pourrait faire des efforts donc il s'agit de savoir où on va, pourquoi on fait ça, avant de savoir comment on se limite. Non, on revient sur celui d'avant. Les priorités politiques. Encore. C'est pas simplement la meilleure gestion recommandée par la Cour des comptes. C'est pas uniquement comptable, mais c'est aussi que ce sont les objectifs politiques qui sont d'accord avec l'organisation. Voilà. La raison principale, c'est ça. Parce que la vision, on peut tous discuter de celle qu'on veut mettre en place. Et la plupart des gens vont se retrouver pour faire en sorte que tout le monde vive mieux, qu'il y ait moins d'injustice, etc., etc. Une fois que vous avez dit ça, vous avez fait un beau numéro de claquettes ou de pipeaux, comme on dit. La vraie question après, c'est comment on y arrive. Et là, la vision, tout le monde peut dire plein de choses. La difficulté, c'est comment on fait. Et le problème, il est là. C'est que dans le comment, la première des choses, c'est d'éviter d'avoir à tirer un truc qui est tellement compliqué qu'il en devient impossible à tirer, à faire fonctionner. Donc, la vision au sens opérationnel du terme, c'est de simplifier pour clarifier le fonctionnement, pour que vous-même sachiez où vous devez aller quand vous avez un problème. Parce qu'aujourd'hui, je mets tout le monde au défi dans cette salle, moi le premier de savoir à qui je dois appeler, si c'est la mairie, le département ou la région, pour un sujet donné. Tellement c'est compliqué. Et j'imagine que même des conseils municipaux ne savent pas non plus. Faire des économies, parce que c'est aussi un moyen de préparer l'avenir, et puis d'être plus efficace dans tout ce qu'on fait. Parce que si on n'est pas 50 à décider, si on est 50 à décider, on ne se décide pas. Je ne sais pas si vous avez déjà parti, par exemple, à l'étranger avec des amis, et à un moment donné, vous êtes une vingtaine, et on dit, on va où pour aller au restaurant? Et 1h30 après, vous êtes toujours en train d'attendre, parce qu'avant que les 20 se mettent d'accord sur la pizza, le steak, le machin, etc., on n'y arrive pas. Donc, l'efficacité passe aussi par des structures qui sont modestes, en nombre d'élus aussi, et efficaces. La difficulté qu'on va avoir, et on l'a déjà vu lors des vœux des deux départements, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons, députés En Marche, aucun relais, quasiment absolument aucun relais dans les villes, dans les départements et à la région. Pour une simple et bonne raison, c'est que moi j'ai été élu il y a 6 mois, il y a 7 mois, je n'étais pas candidat. Et donc, vous trouverez quasiment aucun élu local, ou presque, pour défendre nos positions. Et donc, le débat va être complètement déséquilibré. Aujourd'hui, la plupart des élus sont ou de gauche ou de droite, et pas En Marche. Donc, ayez en tête que tout ce qu'ils vont vous dire est un peu partisan. Et le problème, c'est qu'on n'aura personne pour le dire à notre place. Justement, là, j'ai pu faire une on va répartir. Madame d'abord. Ce sujet, ce n'est pas un sujet que je connaissais très bien. Et la première réflexion qui me vient, c'est de dire, dans ce choix, je trouve que, je peux apporter un petit peu de bien sûr, devant, la question sur la vision. Je trouve que ça fait un peu écouter, je me demande si ça peut pas être un peu plus grand que ce qui nous est proposé. Pour info, je viens de regarder rapidement. Aujourd'hui, a priori, Paris, 150 km², c'est tout petit, mais tout à fait. Tokyo, c'est 2000 km². L'usage de mon fils là-bas, et il dit Paris, c'est vraiment minuscule, quoi, par rapport à la ville. Et la métropole du Grand Paris, 200 km², telle qu'elle est pour l'instant proposée. En revanche, l'Île-de-France, entre 12 000 l'Île-de-France, 2000 Tokyo, ça fonctionne bien, et puis
une fois posée, moi je me dis que, voilà, peut-être agrandir un peu la question sur chacune de ces tout ça, c'est-à-dire que peut-être qu'on peut quand même aller un peu plus loin, faire quelque chose qui soit plus cohérent, plus solide, qui est une vraie. Je rejoins la question d'alimentaire. Quels sont les entreprises et quel projet? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire monsieur, parce qu'actuellement, ça fonctionne, il y a quand même des décisions qui sont prises. Quelle validité on peut leur donner? Il y a par exemple au niveau du POLD un projet territoire qui a été adopté. Personne n'a été consulté sur ce projet territoire. Je veux dire, ce sont des élus, machin. C'est leur confiance. Bien, donc, quand on a, curieusement, il a disparu d'ailleurs. Quand vous consultez aujourd'hui le site du POL, cliquez sur projet territoire, il est donc comme si on avait un peu honte de ce qui avait été bâti. Pareil, au niveau de la métropole, je n'ai pas regardé, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un projet métropolitain qui vient d'être décidé. Paris est en dehors. Donc, il ne faudrait pas non plus que ce projet de territoire métropolitain devienne les inconvénients pour l'approchement de lieu, donc surdensification, problème de transport, monsieur l'a abordé, et puis et Paris continue à faire son aménagement, ses grands immeubles, la ville musée, etc. Donc il y a ce danger. Et là, le projet territoire, si j'ai bien compris, mais je ne suis pas sûre de moi, ne concernerait que la métropole hors Paris. On n'a pas été consulté. Donc, si vous voulez, on a dans ces organisations ETP métropole des gens qui prennent des décisions qui engagent l'avenir de nos territoires, qui sont responsables devant personne. On ne sait pas comment l'argent circule, excusez-moi. On paie beaucoup de taxes, alors de CVAE, d'impôts, des entreprises dans notre quartier à Rueil. Vous regardez les comptes de Rueil, on ne sait pas du tout ce qui revient. Ça part à la métropole, il y en a un bout qui revient aux ETP, c'est absolument illisible. Donc tout ça fait que c'est vrai, clarifier le fonctionnement et je dirais les circuits financiers, parce que personne n'y comprend bien, le citoyen ne s'y retrouve pas. Faire des économies, vous avez entièrement raison. Et quand vous regardez les comptes, on a l'impression que la commune, avec ses frais de fonctionnement, et sa pas d'augmenter les frais de fonctionnement qui croissent tous les ans. Et puis, vous avez 70 personnes qui sont au niveau du POL. Si on ajoute tous les territoires, c'est des gens qui sont recrutés. Regardez par curiosité les sites sans arrêt, vous voyez, on recrute. Métropole, pareil, on en a je ne sais pas combien. Voilà. Donc, moi je veux bien, mais si vous voulez, on ne peut pas demander aux gens de faire des efforts fiscaux, parce que tout le monde en fait, et en même temps continuer à augmenter les frais de fonctionnement pour un projet qui nous échappe complètement, dont on n'a pas du tout eu connaissance. Là, il y a quelque chose d'absolument anormal. Et moi, je voudrais dire à monsieur, parce que c'est vrai que le gouvernement, le Parlement qui nous a voté ces lois, complètement oublié qu'il y avait une charte, je suis un peu juriste, hein, excusez-moi, mais quand même une charte européenne sur les collectivités territoriales, qui est relativement claire. Tout le monde s'est assis dessus en disant que le citoyen devait être consulté lorsqu'il y avait des réformes territoriales. Et que les élus, les personnes qui nous représentent doivent être élus au suffrage universel direct. Absolument. Et ça a été oublié. Et curieusement, le Conseil constitutionnel, personne ne lui a posé la question. Alors moi, quelquefois, si vous voulez, je trouve ça grave hein, ce que je dis, mais je préfère que ça soit dit, parce que s'il y a un travail à faire aujourd'hui au niveau de la République en marche, c'est peut-être justement de renouer le lien avec les citoyens, également sur ce projet, quitte à les consulter en disant les élus, vous défendez votre précaré, nous on n'en a rien à faire,
on veut un projet clair sur qu'est-ce que c'est que cette métropole. Voilà, je pense que c'est pas facile, mais j'ai bien compris que c'était difficile. Je tiens à préciser une chose. On a commencé à 19h30. On veut se fixer. On essaie d'être très discipliné un peu à l'allemande. Aucun, 2-3 interventions. Voilà, 2-3 interventions pour qu'on fixe à 21h. D'abord donner à ceux qui n'ont pas encore parlé. Voilà. Je suis en rouge là-bas. Je retiens quand même, juste, excuse-moi, mais la notion de vision. Oui. Il y a deux types de vision. La vision qui entraîne vers des lendemains qui chantent, mais c'est pas péjoratif, mais faire partager ce qu'on veut faire. Et puis la vision, je dirais, opérationnelle, plutôt là en termes de simplification. Et je retiens qu'il faut aussi peut-être donner une vision globale de ce qu'on veut faire de la région parisienne. On comprend la présentation, c'est une présentation très utilitaire. Simplifiée, sans le faut comprendre. De l'autre côté, c'est une surprenne de consulter les citoyens. Vous avez dit à un moment donné, oui, c'est un sujet compliqué, comment faire ce type de consultation. Je comprends très bien qu'un référendum, c'est même pas pensable. Reste que, sur le politique de la France, venons le ministre, on a fait une consultation nationale. Sur quel plan? Sur la France, enfin, Macron. À les élections. On a fait une consultation nationale. Ça, c'est constitutionnel. Hein. Non, mais d'accord, mais c'est un sujet particulièrement compliqué aussi. On va faire la même chose sur un sujet qui s'appelle l'Europe. Oui. On va faire une consultation nationale. Sujet, alors là, pour le coup, très compliqué. Donc, je me dis quand même que sur un sujet comme ça, on aurait pu trouver une forme, au moins de consultation. Encore une fois, ce n'est pas forcément la fin mais au moins, penser à un minimum de consultation des citoyens, identifier éventuellement quelques-uns de leurs besoins que les politiques peut-être en tête, mais pas seulement. Parce que ça, c'est vraiment l'ADN d'une vision en marche. Demander l'avis des gens. J'avais le sentiment que c'est ce que j'étais en train de faire, mais. De réponse peut-être à apporter une vraie question, celle de la consultation des citoyens. Il y a une autorité administrative indépendante en France qui s'appelle la Commission nationale des débats publics et qui est chargée d'organiser des débats publics avec les citoyens des territoires concernés par, alors, souvent des grands projets d'infrastructure, mais toute autre question. Et ce serait une bonne idée que le législateur que vous êtes et que vous représentez ici ce soir puisse, à l'occasion du projet de loi, puisqu'il y aura forcément une loi pour modifier cette métropole, l'enrichir, si tel n'était pas le cas dans le projet de loi, d'une proposition consistant à dire qu'il faut impérativement une consultation citoyenne via la Commission nationale de débat public, qui est indépendante, qui nomme une commission particulière de débat public, présidée par eux qui sont totalement indépendants et qui vont sur tout le territoire organiser des réunions comme celle-ci ce soir, mais également distribuer des flyers et fonctionner par Internet, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens de leur avis par Internet, c'est très important. Et c'est mieux qu'un référendum, parce qu'effectivement, quand les sujets sont complexes, le référendum ne s'y fait absolument pas. Et ce serait sans doute une plus-value à apporter au projet de loi si d'aventure le projet de loi ne prévoyait pas cette consultation. Alors, pour faire voter une loi, il n'y a pas simplement la rédaction du texte, tout ce qui précède. Il n'a pas échappé, et je l'ai dit. C'est un type parisien que j'avais pendant la campagne électorale, qu'à l'occasion de quelques projets de loi que nous avons fait voter, notamment par exemple les ordonnances, avant de publier les ordonnances, Madame Pénicaud a consulté et reconsulté toutes les organisations associatives, qu'elles soient nationales. Et donc, effectivement, l'idée, c'est bien à un moment donné de créer un consensus en faveur du texte qui est proposé. En ce moment, elle a lancé toute la consultation concernant l'apprentissage. J'espère avoir à vous annoncer bientôt qu'il y aura peut-être une visite ministérielle dans le département sur l'apprentissage. Parce qu'elle doit rencontrer les gens avant qu'elle discute avec les centres de formation à l'apprentissage, etc. Et elle cherche des exemples pour comprendre, discuter et valider. Et donc, elle a commencé
ça au mois de novembre, et je ne vous ai pas encore dit que le projet de loi est sorti. Donc, j'imagine aisément que ce qui doit être annoncé à un moment donné, éventuellement en février, ça n'est pas un texte de loi, c'est le lancement de quelque chose. Comme le président l'a fait pour un aéroport dévolu, la seule façon de trancher, c'était d'avoir une étude, une médiation, et après on peut décider. Bon, je vous ai mis la liste des projets de loi sur lesquels je vais avoir à travailler d'ici, je dirais, l'été. Je ne crois pas avoir mentionné, de quelque façon que ce soit, un texte concernant le Grand Paris. Non. Oui, mais dire, si j'ai à travailler sur ce texte-là, a priori, pour l'instant, il n'est pas dans l'agenda des députés avant, probablement, la rentrée de septembre, voire peut-être plus. Et justement, c'est bien qu'on puisse intervenir ici Absolument. en amont pour. C'est pour ça qu'on fait cette alors, je vous rassure, cette initiative n'est pas l'initiative de Jacques-Marie Bockel tout seul. Dans une autre circonscription, la semaine prochaine, il y aura également un atelier citoyen. Et dans une autre circonscription, dans le département, il y aura aussi un atelier citoyen. Il y en a déjà eu à Paris. Donc, vous faites partie d'un processus d'atelier citoyen sur le sujet. Les deux dernières questions, monsieur et puis madame, pour terminer. Madame d'abord. Ou l'inverse. Madame d'abord. Voilà. C'était ma question. Aujourd'hui, où en êtes-vous la présentation qui nous a été faite là, est-ce qu'elle vient du député, de la République en marche? Est-ce que c'est une réflexion que vous avez eue, vous, dans entre vous, parce que vous êtes très informés, voilà. D'où viennent ces informations et d'où vient le fait que ce soir, Alors, cette présentation. Votre initiative, est-ce que c'est la République en marche? Est-ce que c'est votre Cette présentation a été préparée par un député de la République en marche. Spécialisé sur cette question? Non. Moi, je suis spécialisé défense, travail, famille, bon, etc. Je me suis arrêté à temps. Voilà. Non. Pour faire cette présentation, j'ai utilisé les informations qui sont à ma disposition, qui sont mises à ma disposition par les différentes autorités compétentes, que ce soit gouvernementales, ministérielles, groupe En Marche, etc. Bon, comme je viens de le dire, cette initiative n'est pas une initiative unique. Nous avons un groupe de travail de députés à l'Assemblée nationale qui réfléchit, qui échange justement sur la meilleure façon d'apporter ce projet sur le bureau de l'Assemblée. Les différents scénarios que vous avez présentés sont issus de... C'est un recoupement d'informations par rapport à tout ce qu'on a pu avoir, que les autorités compétentes ont pu nous donner. Mais même au sein de l'Assemblée nationale, le groupe de députés qui travaille avec Jacques travaille sur cette question de la métropole attendent aussi, à un moment donné, la ligne qui va être donnée par le président de la République, qui lui-même consulte, fait des entretiens et qui va peut-être avancer sur certains points ou reculer sur d'autres, surtout par rapport à ce que vient de rendre public la Cour des comptes. Là, il y a eu un point important, même au sein de la métropole du Grand Paris, il y a eu quelque chose d'important dans ce domaine, une importance sur les économies à faire et de supprimer la plupart des millefeuilles qui se sont accumulés jusqu'à maintenant. Une dernière question, monsieur. Excusez-moi, juste une seconde. Mercredi. Excusez-moi. Oui, merci. Mercredi 24 janvier à 16h au 5e bureau, il y a une réunion des députés LRM d'Île-de-France sur le thème de la métropole du Grand Paris. Voilà. Et je suppose que chacun d'entre nous, lors de cette réunion, rendra compte des différents ateliers citoyens qu'il aura organisés, chacun dans sa. C'est pas la première réunion qui est faite là-dessus, c'est une nouvelle réunion. Monsieur, dernière question. C'est l'ADN d'En Marche, justement, de consulter, de travailler en groupe, mais surtout, vous l'aurez la parole, n'inquiétez pas. Mais ce qu'on a voulu faire, surtout après la période des 6 premiers mois, si vous voulez, où on est monté dans le train alors qu'il était déjà en train de quitter la gare,
c'est de travailler le plus possible en amont des projets. Vous voyez, par exemple, le projet asile, immigration et intégration, personne ne sait ce qu'il y a dedans, à la virgule près. En plus, c'est un texte qui va être présenté en Conseil des ministres au mieux au mois de février et arrive sur le bureau de l'Assemblée fin février, début mars. Ça n'empêche pas que ça fait des semaines et des semaines qu'on y travaille. Dès le 4 janvier, on avait un dîner de travail au ministère de l'Intérieur avec Gérard Collomb, une quinzaine de députés en marche de la région parisienne, parce que c'était les plus faciles à mobiliser le 4 janvier, les traités en face, sur le projet en question. Et puis il y a eu d'autres réunions. Donc on travaille en amont les projets pour pouvoir justement affiner leur présentation. Monsieur. Très intéressant. Le côté juridique, le côté social, clarifier le fonctionnement, je pense que ça, les deux autres après, parce que si vous clarifiez le fonctionnement, forcément, vous faites du juridique, et forcément en clarifiant, vous faites des économies, et le résultat, c'est économique. Je rebondis aussi sur le fait que soit se bloquer à soi département. Ça me demande de vous dire, oui, à Château et en lieu. La différence, c'est vraiment très infime. Donc, comme il y a un exemple, sur les élections maires, forcément, c'est une élection. Pourquoi pas mixer, parce que là, vous avez moins de 2 ans de travail. Déjà, clarifier le fonctionnement, tout ce qui est une feuille, là, pour les couper. Et donc, il y a l'élection des maires. Donc, nous, on va les voter pour un maire. Donc, forcément, est-ce que la commune devra se rattacher à justement Paris et toutes les communes qui se touchent entre elles, pas 94 je m'en fous je vais faire mes cours à Château, mon fils est à l'école à Château, j'ai un autre enfant qui est à Château. Forcément, il faut toujours prendre le centre, et plus écarter du centre, et tout ce qui est rattaché et qui nous semble similaire. Il y a toujours d'habitants et puis un intermarché, moins d'habitants et une ville. Vous voyez ce que je veux dire? Et on s'éloigne, et là, les citoyens qui ont voté pour un maire, pourquoi pas en même temps, dans le vote, rajouter une couche justement pour que là, est-ce que Château, parce qu'ils sont 18, on n'aura pas le droit d'être dans l'entrée. C'est un peu idiot si la gare, justement, il y a de la place pour la faire à Château. Je vous donne en plus le problème du territoire, il y a un rapport supplémentaire sur la scène. C'est amusant parce qu'entre ici et Boulogne, il y a la Seine, et puis il y a la 86. Il y a le dessin que je vous ai montré, moi j'ai fait un histoire de. Je ne dessine pas bien, mais le schéma qui s'en rapprochait le plus, c'était la carte auquel nous avons montré, la carte parce que c'est elle qui se rapproche le plus de ce que vous êtes en train de dire, qui est la continuité open. Oui, mais enfin, disons que si vous allez à Marne-la-Vallée, c'est vraiment une grande ville maintenant. En Disney, quand vous traversez, c'est pas mal de champs. Est-ce qu'on doit rattacher justement Marne-la-Vallée, Saint-Gécontois? Donc, effectivement, le côté à un moment donné, me paraît le mieux, parce qu'éventuellement, une commune qui aurait beaucoup de terrain, et qui serait proche de Marne-la-Vallée, ils vont se faire abonder par Marne-la-Vallée. Dans 10 ans, on y construira. C'est-à-dire qu'il faut voir à plus ou moins là. Donc, non, la difficulté aujourd'hui, c'est que par rapport aux métropoles de province, qui en général sont dans un seul département, Bordeaux, Gironde, le processus actuel, c'était de demander au préfet de région, M. Cadeau, de mener une réflexion. Là, pour l'aéroport, on avait demandé à des médiateurs de rédiger un rapport. Et là, c'est le préfet de région, M. Cadeau, qui a rencontré tous les élus, qui a discuté, qui a rencontré les élus députés, mais aussi municipaux, départementaux, et qui fait des conclusions. Après, le président de la République et le gouvernement en tirent les conclusions. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire comment on est arrivé là. Et à partir de là. Justement, est-ce que c'est pas. Moi, ça marche. J'ai vu ce que vous étiez en train de dire. Le président a logé le préfet, il a refusé. Tout ça, c'est très bien, ces élus ont été élus. Ils n'ont absolument jamais été élus
sûr. et des établissements. Et ça, c'est très important, je pense, de bien se rendre compte que les choix annuels, discuter avec les gens, ils supportent plus ce qui se passe. Parce que métropole du Grand Paris, aujourd'hui, c'est pas synonyme de transport et d'amélioration des transports. C'est au contraire déficit des transports et surdensification. Donc, tout le monde est contre. Vous voyez, je crois que. Et contre les élus qui nous font croire qu'on va leur supprimer, je ne sais pas comment. Alors, si on continue la discussion, je vais me faire gronder. Donc, je vous invite à prendre une petite part de galette. D'abord, merci à tous. Merci pour votre visite. Vous avez vu qu'il y avait des gens qui prenaient des notes. Donc, ce que vous nous avez dit, les remontées que vous nous avez faites, eh bien, j'en parlerai à mes collègues.